Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Séquence Sport, donc votre émission mensuelle consacrée au sport. Avec cette fois-ci, on va parler handball avec Bertrand, que je remercie. Bonjour Bertrand, comment vas-tu ? Bonjour Roger, comme chaque début de saison, ça va toujours très bien après des vacances bien méritées. Voilà, et nous avons donc deux invités de qualité. On a Mario Cuscusa, donc, qui est manager général du Pouzin Handball et coach de cette équipe féminine présente ici. Et nous avons également Anne Guillet, qui est la nouvelle capitaine de cette équipe du Pouzin qui joue depuis 2 ans. Donc on va... bonjour Anne. Bonjour. Et bonjour Mario. Bonjour Roger. Bien, eh bien on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On va peut-être parler un petit peu de ce comité de handball Dromard-Deschois, eh bien, qui a des bons clubs, on peut le dire, dans ce comité. Avec, eh bien, on peut parler de la LFH, on peut parler aussi de la deuxième division avec... le club du Pouzin, on peut aussi parler bien de la Pro League cette année avec le Valence Handball qui est monté, et puis tous ces petits clubs, enfin ces petits grands clubs du comité qui restent, Bertrand, comme Guiran, comme Ronerieux, etc. L'Oriol et j'en passe aussi, bien sûr. Oui, mais t'inquiète pas, on fera un petit inventaire de tous les clubs. Après, il est vrai que le comité de Romardèche va vraiment bien au niveau des clubs nationaux, des équipes nationales. Petit bémol éventuellement, c'est un petit peu dans le sud du bidépartement. C'est avec la descente de Montélimar l'année dernière et la descente du Teil. Donc ça veut dire qu'en dessous de Le Pouzin et de l'Oriol, il n'y a plus qu'une équipe de nationale. Sinon, tout le reste, ça va très très bien. Donc on peut que s'en féliciter, et puis en espérant que ça continue les années à venir et que tout le monde puisse se maintenir, voire accéder à l'échelon supérieur la saison prochaine. Alors quels ont été les clubs qui ont monté ? On a parlé du Valence Handball, évidemment, qui est passé de la NM1 à la Pro League, qui a été repêché finalement, parce que je crois que Grenoble n'a pas pu accéder, sauf erreur de ma part, évidemment, à l'échelon, en tous les cas supérieur. Il y a d'autres clubs aussi du comité qui a bien évolué aussi, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors on va commencer par un peu en dessous. Il y a le club de Saint-Vallier qui est monté en National 3. Donc ça veut dire qu'il y a enfin une équipe de National dans le nord du bidépartement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très positif. Surtout qu'il y a une dynamique en féminine qui est assez élevée dans le secteur. Après, le Valence Handball a profité des errements financiers de certains clubs de Pro League. Et il est vrai qu'au niveau de la Fédération française de handball, comme les autres fédérations, c'est qu'il y a les CNCG, les DNCG, toutes ces structures qui gèrent les finances, qui sont là pour alerter les clubs et aider les clubs éventuellement, mais aussi les alerter. Et le Grenoble n'était pas dans les clous, donc le Valence Handball a profité de la descente économique de Grenoble pour pouvoir monter. Oui, mais alors question Bertrand, est-ce que le VHB a les capacités financières pour justement, alors qu'ils étaient prévus de jouer en NM1 sportivement parlant, est-ce qu'il a le budget pour évoluer à ce stade de la compétition ? Alors pour accéder au milieu professionnel, et le club du Pouzin en est conscient, puisque la D2 féminine à partir de cette année commence à avoir pour tous les clubs un cahier des charges assez élevé quand même. Mario en parlera peut-être tout à l'heure. Mais au niveau des garçons, le Valence Handball a le fameux dossier VAP, voie d'accès au professionnalisme. Donc comme ils ont ce dossier-là et qu'ils rentrent dans les clous financiers et qu'ils avaient sportivement, ils étaient repêchables sportivement, ils ont pu accéder à ce niveau-là. S'ils n'avaient pas le dossier valable, ils n'auraient pas pu accéder à ce niveau-là. Quand même être compliqué pour eux, puisque on a vu, et puis d'ailleurs je vais vous proposer de voir un petit peu l'interview de Éric Forêt qui indiquait sa volonté et son envie d'évoluer en Pro League et d'avoir fait venir quelques joueurs comme Sylvain Kieffer et j'en passe. Oui, tout à fait. Après, la difficulté quand on le sait après la fin du championnat, même très tard, puisqu'ils l'ont su début mi-juillet, je crois, ou début fin juillet, mi-juillet, fin juillet, ils ont su qu'ils jouent en Pro League. Le recrutement qu'on fait, il est forcément adapté par rapport à un niveau. Et alors eux, leur objectif c'était de monter, donc ils ont recruté certains joueurs pour pouvoir monter. Mais après, est-ce que l'équipe aura les épaules pour Éric Forêt, lui, il en a la certitude. Donc on espère qu'on va lui faire confiance. Il connaît ses joueurs et on espère qu'ils vont pouvoir se maintenir. Mais à mon avis, ça sera quand même assez compliqué puisque il y a une différence de niveau importante entre N1
D2 ou Pro League et Pro League et LNH. Donc on s'aperçoit que c'est toujours très difficile de se maintenir. Je vous propose peut-être de voir l'interview de Eric Forêt qui parle justement de ses ambitions. Alors mon parcours de joueur est assez simple, hein. J'ai débuté à Saint-Étienne et puis j'ai fait l'essentiel de ma carrière de joueur senior sur Lyon, essentiellement à Vénissieux, un petit peu à Villeurbanne dans la fin de ma formation, sur du haut niveau et puis ensuite sur Vénissieux. Et j'ai démarré entraîneur à Vénissieux ensuite, quand j'ai arrêté ma carrière de joueur, et puis je suis revenu sur Saint-Étienne où j'ai essayé de construire on va dire, de manière un peu plus durable sur 5 ans, où on est passé de National 3 à National 1. Au bout de ces 5 ans, et puis après avoir passé mon DES à l'INSEP, j'ai fait une pause en reprenant mon métier en fait de professeur de PS, qui est ma première activité professionnelle au départ. Alors, ce qui m'a séduit dans le fait de venir à Valence, c'est que pour moi, vu de l'extérieur et de loin, c'est un club qui jouissait d'une extrême stabilité en termes de structure, de dirigeants, de savoir-faire sur le niveau qui était la Nationale 1, puisqu'ils ont été même au-dessus. Donc je trouvais que c'était un endroit où on pouvait construire de belles choses, essayer d'aller plus haut, puisqu'on partait d'une base qui me semblait déjà très sereine et très stable. Ensuite, ce qui m'a décidé à venir ici, voilà, c'est le discours que m'ont tenu les dirigeants et puis ce que moi je voulais installer comme dynamique. Je pense qu'à ce moment-là, on est vraiment rentré en collision et on serait vraiment trouvé avec Monsieur Bertini et Monsieur Second qui dirigent le club. Alors, sur le recrutement, ma politique a été très claire dès le départ. J'ai souhaité faire venir des joueurs que je connaissais et dont j'avais certaines garanties, surtout sur tout ce qui était les valeurs humaines et sur ce que je voulais amener comme touche dans l'équipe. Et tout mon recrutement a été basé sur cette politique de dire je veux des gens qui viennent pour le projet, pour le Valence Handball, pour ce club, pour ce maillot. Chez moi on dit mouiller le maillot, mais avec cette idée-là. Et tous les joueurs que j'ai recrutés, en fait, même si certains ont largement joué beaucoup plus haut, ils sont tous venus avec l'idée que N1 ou Pro League, peu importe en fait le niveau où ils seraient, ils venaient pour le projet et pour construire en fait ici. Ça, c'était la première idée. La deuxième idée dans le recrutement, c'était de faire en sorte que j'ai des joueurs les plus expérimentés possibles, avec le plus de talent possible sur mes postes et sur mon set majeur, on va dire, et que derrière, ce soit accompagné en fait par des jeunes issus de la formation valentinoise, ou en tout cas issus d'une région assez proche, qu'on n'aille pas chercher des jeunes joueurs beaucoup plus loin. Voilà, je voulais vraiment deux types de joueurs différents, des joueurs très expérimentés que je connaissais ou qui avaient déjà fait leur preuve au Valence Handball, comme c'est le cas de Maxime Arvin-Béraud, et derrière des très jeunes joueurs vraiment issus de cette région-là. Moi, c'est ce que je leur ai dit ce matin. C'est déstabilisant dans le sens où on a eu du mal à se projeter. On nous demande énormément d'administratif et de structurel en très peu de temps. Et au mois d'août, il faut quand même que les gens aient un peu des vacances, on va dire, dans cette structure. Donc de ce côté-là, c'est déstabilisant parce qu'on bosse avec une pression qui est constante. Mais pour ce qui est du groupe et de la constitution du groupe, j'ai constitué un groupe qui pour moi était valable en N1 comme en Pro League. C'est-à-dire que j'ai constitué le meilleur groupe possible avec les meilleurs éléments possibles en fonction des contraintes budgétaires et des choix que je faisais, humains, etc. et tout. Donc là-dessus, j'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Ce qu'on peut faire de mieux maintenant, c'est, si on est en Pro League, c'est ramener 2 éléments supplémentaires de manière à avoir un groupe un peu plus dense, ce qui serait la logique. Mais je pense que tout le monde a hâte, tout le monde a énormément envie là dans cette équipe, dès ce matin, dès le premier entraînement. Mais voilà, même aux entretiens, même quand je les avais au téléphone, tout le monde a envie d'aller croquer en fait dans ça. Donc si on est en Pro League, voilà, j'espère qu'on sera une belle surprise. Oui, donc voilà, donc Eric Forêt qui nous indique que, eh bien, il a son recrutement avec un recrutement de qualité, en fait des joueurs qu'il connaît, avec de l'expérience. Bertrand, je crois que c'est aussi un petit peu la recette pour lui qui va permettre d'avoir et de jouer sur de la continuité sur ce championnat de Pro League qui arrive.
Oh, tout à fait. Et puis il a raison en disant que c'est vraiment important d'avoir des joueurs qui viennent pour le projet. Et je pense que les joueurs comme Boulty, Fedarik, donc Kiefer, qui est quand même un local puisqu'il est de Vaux-en-Velin au départ, Quintalet et Salmon, je pense, sont des recrues qui rentrent vraiment là-dedans. Après, leur surprise, c'est que il y a l'arrivée d'un champion du monde quand même aussi. Ils ont récupéré un champion du monde juste après savoir qu'ils étaient en Pro League. Donc c'est Tom Poyet qui était champion du monde avec les U21, l'équipe de France U21 masculine. Donc ouais, je pense que il aura un set qui sera correct, puis après, même bon pour le niveau, puis après, va falloir que les jeunes, justement, comme il a dit, puissent intégrer et amener leur pierre à l'édifice. Tom qui viendra probablement sur une de nos émissions. Il ne pouvait pas venir aujourd'hui pour raison d'entraînement justement. Hein, voilà. J'avais une question, moi, je voulais poser à Mario en tant qu'entraîneur, coach de cette équipe féminine du Pouzin. Mario, quand on est entraîneur, quand on change, quand on modifie, enfin quand on passe d'une saison à une autre, comment on pense le recrutement ? Déjà, la première chose, c'est que je ne suis pas l'entraîneur du Pouzin, c'est Christophe Chadiard. Donc qu'on soit bien d'accord, moi je suis le manager général, entraîneur adjoint pour des raisons budgétaires, et puis parce que Christophe est un ami, c'était une de ses conditions pour qu'il vienne nous rejoindre. Mais aujourd'hui, comment on a effectué un recrutement ? D'abord, Eric l'a dit, ce qui commande, c'est l'argent. Donc on a fait par rapport à nos moyens budgétaires. Savoir que l'année dernière, le Ardèche féminin, le Pouzin 07 était à 602 000 € de budget. Et que cette année on a un petit peu on est redescendu à 560 000 parce que c'est très dur dans notre petit village de trouver une somme sur les aussi importante en partenariat privé, mais bon, on est quand même à 300 000 € de partenaires privés, donc ce qui nous permet de faire des choses, hein, plus les institutions, plus un petit peu toutes les animations, voilà. Donc à 560, on va dire qu'on est plus dans la réalité de ce que peut être le Pouzin aujourd'hui. Ensuite, comment on a recruté ? Déjà, avec Christophe m'a dit voilà, moi j'ai besoin de renforcer ce poste-là, j'ai besoin de joueuses expérimentées sur ces postes-là, on peut mettre des jeunes joueuses sur ces postes-là. Donc à partir de là, on a discuté et on a essayé de trouver les meilleures solutions, le meilleur compromis possible entre l'expérience et puis bien entendu l'argent qu'on pouvait mettre sur telle et telle joueuse. Après, il a fallu remplacer les joueuses cadres qui arrêtaient. Par la force des choses, hein, je l'ai dit l'autre fois, Laura Secaldi, Carmen Tudosier, Carmen Alves, donc comme ils font à leur carrière. Et donc, il fallait les remplacer. Donc, pour nous, c'est la reconstitution pratiquement d'un groupe à 60-70%, à peu près, hein, avec donc des joueuses cadres de la saison passée qui restent au club. Et puis après, un amalgame de joueuses d'expérience qu'on a fait venir chez nous, plus des joueuses issues de notre propre formation. Voilà, on va pas faire de folie, on va pas se mettre dans le rouge, on va pas dépasser notre budget parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc voilà, on a essayé de recruter malin. Hein. Je dis toujours que nous, on est le plus petit budget de la D2, hein, faut le savoir, hein, ou l'avant-dernier budget. Enfin voilà, en tout cas, on est vraiment dans les petits. Et nous avons, je pense, d'abord comme projet, nous avons le projet de nous maintenir le plus longtemps possible en D2 et de maintenir ce niveau dans le département, parce que le département de l'Ardèche aujourd'hui. Avec Aubenas qui est en National 1, malheureusement nos amis du basket redescendent à N2, nous sommes le sport le plus haut par le niveau, et en plus dans le sport féminin. Voilà, donc c'est de pérenniser ce niveau de D2 le plus longtemps possible dans le département. Après, nous allons mettre en place un projet avec différents partenaires qui vont nous rejoindre dès cette année, des gros partenaires ardéchois, des grosses entreprises, nous sommes en pleine discussion, mais ça c'est mon président Stéphane Dupré qui mène cette mission-là. Moi, je m'occupe déjà du sportif, c'est déjà pas mal. Et on a aujourd'hui, dans le département, des entreprises qui ont la volonté d'aider le sport féminin. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Et puis, surtout, en l'occurrence, le handball, hein, puisque nous sommes assez représentatifs. Il y a aussi la volonté des institutions, puisque actuellement, c'est en discussion de façon quadripartite entre le département, la région Aura, la mairie du Pouzin et la communauté des communes de la Cap 4 Privat. De venir nous aider sur un contrat de 3 ans avec un apport financier non négligeable pour un petit village comme le nôtre. Voilà, qui nous permettrait peut-être d'ici 2 ans de passer sur un budget de 650 000 €.
Merci Mario, en tous les cas pour ces informations importantes. On reviendra encore évidemment sur le Pouzin. Oui, effectivement, Bertrand, on voit que les clubs de handball de la région de Drôme-Ardèche, c'est une organisation, mais c'est aussi trouver des investisseurs pour tenir sur la durée, bien évidemment. On parlait tout à l'heure du VHB. Je voulais revenir sur une des recrues du VHB, à savoir Sylvain Kieffer, qui est un jeune, on va dire, de plus d'une trentaine d'années, mais qui devient un petit peu cadre, qui a été, en tous les cas, retenu par Éric Forêt. Je vous propose qu'on regarde son interview. C'est un jeune très, très sympathique. Moi, donc, je suis originaire de Lyon, et plus précisément donc, de Vaux-en-Velin, là où j'ai commencé ma carrière. Donc c'est vrai qu'étant, on va dire, plus jeune, j'ai souvent joué contre Valence, plus contre l'équipe réserve, parce qu'à l'époque Valence était en N1, l'équipe 1. Et après, donc j'ai fait 1 an à Vénissieux. Et d'ailleurs, à la fin de cette année-là, et pendant cette année-là, j'ai failli signer à Valence. Puis finalement, je suis parti donc à Nantes, c'était à 13 ans. Donc j'ai fait ma première année en D2 à Nantes. Et d'ailleurs, j'ai fait un an à Nantes, après j'ai signé à Angers, où j'ai fait aussi qu'une seule année en D2. Après, je suis parti à Saintes, où là, on a fait 5 ans. 4 années en D2 et après on a eu un problème financier, donc j'ai fait une année en N1. Après je suis parti à Bordeaux, où là j'étais également en Pro D2. On a fini 3e avec les playoffs, vraiment une superbe année. Et là aussi, un petit problème financier fait que le club a été carrément rétrogradé, enfin il n'y a eu plus de club. Donc voilà, et à la fin de cette année-là, j'ai signé à Chartres, où donc ça fait 5 ans que j'étais à Chartres, avant de finir donc cette année par un titre de Pro D2, avec 2 montées donc en LNH avec ce club. Déjà, en toute honnêteté, même si on est en Pro League, il n'y aura pas de titre de D2. Faut pas rêver. Voilà, déjà, on va attendre, c'est clair, de savoir quelle sera la division pour pouvoir se donner les objectifs. Après, voilà, enfin, de toute façon, les objectifs, ils sont clairs. Si on est en N1, ça sera de monter. Et si on est en Pro League, ça sera de se maintenir. Donc après, maintenant, on attend et de toute façon, on est prêt à quelle que soit l'issue, on va dire, on sera prêt pour atteindre cet objectif. Bon, je vais essayer d'amener ma certaine expérience, notamment, on va dire, si on est en D2. Voilà, c'est vrai que j'ai fait au moins une dizaine d'années en D2, donc voilà, mon expérience, mon vécu. Et je dirais, même si je suis plutôt jeune, mais enfin voilà, j'ai toujours ce caractère de mauvais perdant, ma hargne. Donc voilà, essayer d'amener tout ce que j'ai appris et aussi, apprendre aussi aux côtés de tout le monde et de tous les joueurs qui sont ici, parce que de toute façon on en apprend tout le temps, et de faire vraiment une force de ce groupe. Alors donc Eric, en fait, j'ai joué 1 an avec lui à Vénissieux, donc quand j'avais 23 ans. Donc j'étais à Vaux-en-Velin, j'ai signé à Vénissieux en étant N2. On a fait une très bonne année, c'était mon demi-centre, à l'issue de laquelle on a fini 2e, on a fait les barrages pour monter en N1, contre Foch-Villers qu'on a gagné. Et donc le club est monté en N1, et moi c'est là que je suis parti à Nantes. Et depuis, pour être franc, j'ai pas eu de nouvelles d'Eric. Enfin, déjà, on n'est pas forcément de la même génération. Il est beaucoup plus vieux que moi. Et donc voilà, j'ai pas eu de nouvelles de lui, on va dire, pendant 12 ans, jusqu'à un coup de téléphone il y a quelques temps pour me parler du projet de Valence, auquel j'ai accepté parce que déjà c'était un retour aux sources, moi qui suis originaire de Lyon. Après, voilà, parce que si je crois au projet, je pense que voilà, Valence mérite d'avoir un club en 2e division. Et voilà, aussi toujours avoir l'envie de jouer, parce que c'est vrai qu'à Chartres, j'avais une bonne reconversion professionnelle qui me tendait les bras. Et donc on a posé le pour et le contre avec ma femme, on s'est bien gratté la tête. D'ailleurs, j'ai pas trop de cheveux. Mais voilà, le projet est vraiment de continuer à jouer et de venir à Valence et l'a emporté, et j'en suis très content et très honoré. Oui, donc voilà, Sylvain Kieffer qui nous fait part un petit peu de son parcours. Alors, il dit quand même quelque chose de très intéressant, je trouve, c'est les clubs qui ne perdurent pas dans ces championnats ou qui sont rétrogradés pour raisons financières. C'est souvent qu'on en entend parler. Mario, tu as peut-être un mot à dire là-dessus, sur la trésorerie d'un club. Bertrand aussi, je vais vous laisser la parole, mais c'est souvent qu'on entend effectivement des clubs, tu parlais de Grenoble tout à l'heure en Pro League, qui ne pourra pas rester parce que justement il y a un problème financier. Comment on fait pour tenir des finances saines dans un club, Mario ? Ce qui est déjà le plus compliqué, c'est d'avoir de la trésorerie.
Ça, c'est le plus compliqué. Parce qu'on vit avec, comme on l'a dit tout à l'heure, on vit avec de l'argent public, de l'argent privé. Mais bon, il y a des dates, il y a des dates butoirs pour faire entrer cet argent. Et le plus compliqué, c'est la trésorerie. Nous, pour pas justement nous retrouver dans cette situation-là à la fin de la saison, on a baissé le budget. Parce qu'on savait très bien que cette année, on ne pourrait pas y arriver. Voilà. Ensuite, comme l'a dit tout à l'heure Bertrand, la D2 filles est soumise maintenant au même à un cahier des charges très exigeant. Et ça, je pense que la fédération, pour moi, c'est une très très bonne chose qu'ils ont mis en place. C'est on passe devant la CNCG à la fin de la saison pour savoir si la CNCG nous valide notre niveau de jeu ou par rapport au bilan que nous avons comptable et certifié par un commissaire aux comptes, le club peut jouer ou pas en D2. S'ils estiment que financièrement on ne tiendra pas, ils nous feront repartir en N1. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que ça protège pas mal de clubs, mais ça protège aussi pas mal de présidents bénévoles qui bien souvent ils laissent leur peau. Et je pense qu'en France, il doit y en avoir pas mal, parce que bien souvent, ces gens-là mettent de l'argent personnel. Ils peuvent y laisser aussi leur vie de famille. Ça s'est passé, parce que voilà, quand on est pris par une passion, au moment où on ne regarde plus. Voilà, donc la gloire, les honneurs, c'est très très bien. Mais à un moment, il faut que la réalité l'emporte. Et là, je pense que moi, je suis tout à fait favorable à ce cahier des charges. C'est moi qui monte souvent à Paris pour les réunions de D2. Et je suis complètement d'accord que les clubs soient surveillés par un gendarme financier. Pour moi, c'est très très bien. Voilà, donc nous, on a baissé le budget tout simplement pour être dans les clous. Oui, c'est important ce que tu dis, Mario. Alors, de bien le repréciser comme ça devant nos écrans, parce que souvent, il y a de la déception forcément chez les supporters quand il y a des descentes qui comprennent pas pourquoi mais c'est en même temps une réalité qui fait que, un club doit aussi vivre et doit vivre jusqu'au bout, Mario. Oui, bien sûr. Et puis, il y a surtout l'engagement personnel des dirigeants, quoi. Moi, je sais qu'aujourd'hui, mes présidents, ils sont, comme tout président d'association en France, ils sont responsables et pénal et moral de club, quoi. Et puis aujourd'hui, on peut pas mettre en danger tout parce qu'un club, c'est pas qu'une équipe première, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est les jeunes, c'est les éducateurs, c'est les salariés. Nous, par exemple, si on venait à déposer le bilan, c'est quand même un peu moins cette année parce qu'il y a eu des CDD qui s'arrêtent, mais c'est 8 salariés qui se retrouvent au chômage. Et ça, c'est pas l'objectif d'un club. Ouais, tout à fait, c'est absolument pas l'objectif d'un club. Nous, on vit avec nos moyens. On a la chance d'être en D2. Bertrand le disait souvent, pour nous c'est notre Champions League, la D2, faut pas rêver, on n'ira pas plus loin, on n'ira pas en LFH, à moins bien sûr qu'il y ait par magie un mécène qui arrive dans l'Ardèche, mais ça, voilà, dans une autre vie peut-être. Donc voilà, nous on vit avec nos moyens, on essaie de jouer à notre niveau, on est resté en D2, donc c'est que c'est notre niveau de jeu. Voilà, on va essayer de pérenniser, mais on n'aura jamais 1,3 million de budget, on n'aura jamais... Enfin voilà, nous c'est le maximum, comme je l'ai dit tout à l'heure, si ce pôle de partenaires est en train de se mettre en place, peut-être dans 2 ans 650 000, mais ça sera le bout. Et aujourd'hui, pour le cahier des charges pour aller en LFH, c'est minimum 750. Mais ne soyons pas hypocrites, pour vivre en LFH, c'est pas 750 000 qu'il faut, c'est 1,2 million, 1,3 million minimum. Bertrand ? Oui, non, Mario a tout à fait raison. Et là, on parle de clubs par rapport à un niveau. Non, ce sont des équipes. Et derrière, il y a plein de jeunes, il y a toute une dynamique qu'il faut arriver à mettre en place. Et la CNCG, en gros, elle sert à ça, à se rendre compte que certains vivent au-dessus de leurs moyens et vivent que pour une équipe et qu'il n'y a rien en dessous. Et ce qui fait la force d'un club, d'une structure, c'est la base. Et s'il n'y a pas de base, la structure s'effondre parce que c'est éphémère. Et même si un mécène arrive, c'est éphémère. C'est sur le mot. Voilà. Puis quand il s'en va, il s'en va avec tout, il n'y a plus rien, quoi. C'est un peu ce qui se passe en Hongrie. Et, les clubs ont des noms de sociétés. Et la société, par contre, quand elle décide d'arrêter, elle arrête. Puis le club, il disparaît. Oui. À la différence près, excuse-moi, que dans ces pays-là, Hongrie, Espagne, Italie, ou même Allemagne, l'Allemagne, je ne sais pas, mais en tout cas pour la Hongrie et la Roumanie, c'est sûr, ils ne payent pas de taxes. Donc c'est déjà beaucoup plus facile. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est que demain, Mistral TV achète un club, l'année prochaine tu décides de t'arrêter, le club il est mort. Il faut retrouver de nouveau un partenaire. Ce que faisait à l'époque le basket italien, un coup c'était la Kinder Bologne, un coup c'était la... voilà, c'était comme ça que ça se passait. Et que ça se passe toujours comme ça d'ailleurs. Mais nous en France, c'est pas déjà dans nos mentalités. Et puis on n'est peut-être pas encore arrivé à cette culture-là. Bertrand, on peut continuer peut-être les clubs masculins du comité. Quelles sont les nouvelles que l'on peut apporter aux téléspectateurs là ? Oui, alors au niveau du club des équipes masculines, là, il y a le HBGG là qui est monté en National 2, donc qui sur la fin du championnat a réussi à monter, était pendant longtemps dans les 3 premiers, puis finalement s'est retrouvé à finir premier et à monter directement en National 2. Donc c'est une grande réussite pour la bande à Jean-Pierre Sopin et les 2 entraîneurs Héritier et Bois
Voiron. Donc là, il faut repartir maintenant sur un niveau qui, comme chaque étape, hein, le niveau est supérieur. Donc leur objectif, bien sûr, ça va être le maintien. Et leur stratégie, avec les départs de Julien Rochat et Julien Chex, deux anciens, ils sont un peu plus jeunes que Sylvain Kiefer, mais ils sont quand même un peu anciens par rapport au reste de la bande. Ils ont comblé avec des jeunes du Valence Handball. On peut Valence Handball et de Montélimar, puisqu'il y a Almarchia qui arrive de l'équipe réserve avec Puech Berti, j'ai du mal à Damien qui était aussi en équipe réserve. Puis il y a un retour d'un plus expérimenté qu'on a connu, certains ont connu à Renérieux, à Livron, et puis au Valence Handball, c'est Pierre Beaucourt qui revient dans la région après être allé à Frontignan, donc il revient et va jouer en National 2 avec le HBGG, puis des jeunes Montigniens qui sont issus de la formation montinienne, qui sont Johan Tessier et Thibaut Graville. Voilà à peu près les recrues de HBGG, et puis ils partent avec un mélange d'expérience et puis de jeunesse, donc on espère pour eux qu'ils vont pouvoir se maintenir pour cette première saison de National 2. On parlait des clubs en détresse financière, on peut se souvenir aussi de Montélimar, il y a 2 ans, qui ont été très, très en difficulté dans leur saison de NM1, à la fin de leur saison de NM1. Qui y sont encore, puisqu'ils ont quand même une dette à payer, donc voilà, c'est pour ça que Montélimar s'est effondré et s'est effondré sportivement en faisant le choix de pas déposer le bilan. Donc après, ça a été leur choix, mais ce qui peut s'entendre ou pas, après chacun fait comme il veut, mais voilà, mais par contre derrière sportivement ça s'est dégringolé de N1 après National en 3 ans, voilà. Et oui, malheureusement pour Montélimar. Alors comme Montélimar n'est plus en National 3, il reste 3 équipes en National 3, donc la réserve du Valence Handball. Donc comme on a entendu tout à l'heure Eric Forest qui dit qui s'appuie sur des jeunes pour jouer avec, donc ça veut dire que l'équipe réserve va être très jeune et encore plus jeune, donc on espère qu'ils vont pouvoir se maintenir, parce que c'est important pour un club qui a une équipe en Pro League ou en N1 d'avoir une équipe réserve en National 3. Ça fait un petit vivier, ça permet de faire jouer les jeunes, donc ça leur permet d'avoir moins d'écart entre l'équipe première et l'équipe réserve. Après Loriol et Renérieux, donc Renérieux c'est la Voulte, un club cher à Mario. oui, la Voulte, c'est là où il joue, je sais, c'est Saint-Laurent-du-Pape et Beauchâtel. Je me fais toujours engueuler chaque année, mais c'est pas grave. C'est le fief gymnastique, c'est la Voulte. Donc Loriol et Renérieux qui sont tous les deux dans le même fonctionnement. Ils ont changé d'entraîneur, ils changent d'entraîneur. Alors il y a Sacha Dragic qui arrive à Renérieux, et puis avec un recrutement d'anciens de Renérieux qui reviennent, des jeunes qui sont allés faire leur expérience scolaire ailleurs, et ils reviennent chez eux. Donc on va voir, l'objectif sera forcément aussi le maintien. Après peut-être s'il y a la montée, comme pour Loriol, s'il y a la montée, l'année dernière ils ont joué le haut de tableau, peut-être forcément ils vont l'accepter, mais on va voir. Et Loriol, recrutement pareil comme Guérin, avec des jeunes du Valence Handball, issus de la formation valentinoise. Bien, les féminines, Bertrand, quelles sont les nouvelles de nos chers? Alors, avant de passer juste aux féminines, j'ai juste oublié un truc par rapport à la National 3. Les derbys, quand même, ce sont des matchs intéressants. Donc, j'ai noté quand même que le premier derby, ce sera Loriol-Valence le 22 septembre. Donc, à vos agendas. Voilà, allez voir au gymnase Jean-Clément à Loriol. Le deuxième derby, sera Renérieux-Valence. Donc le 19-10 au gymnase des Gonnettes à la Voulte. Et puis le troisième derby qui est assez proche, puisque Loriol et Renérieux sont assez proches, aura lieu le 23 novembre. Donc si vous voulez assister à des oppositions assez sympathiques et musclées, vous pouvez aller voir ces matchs-là. Il y a toujours de l'ambiance et c'est toujours assez sympathique. Bon. Pour les filles maintenant. Allez, on passe aux filles. Les filles on peut dire que les filles, c'est quand même le moteur handballistique de la Drôme Ardèche, même si Valence est monté en Pro League, il y a les 2 plus hauts niveaux entre Bourg-de-Péage en LFH et puis le Pouzin ici présent avec Anne et Mario. Donc Bourg-de-Péage a changé de stratégie entre les 2 saisons, puisqu'ils ont monté une SAS, et l'objectif est maintenant
c'est plus de jouer les play-downs et de se maintenir ric-rac, puisque là ils ont évolué. La première année, ils se sont maintenus en LFH la dernière journée. Là, ils sont maintenus 3 journées avant la fin. Bah là, leur objectif, c'est chaque année de gagner une place, mais tout en étant en play-off l'année prochaine. Donc le recrutement a été conséquent, les départs aussi, puisqu'on l'avait déjà annoncé dans nos commentaires sur les matchs l'année dernière. Donc les départs, on n'en parlera pas forcément, mais ils sont nombreux, il y en a 8. Puis alors les arrivées, des internationales de différents pays. Dont une championne du monde, hein, une brésilienne, Deonise Facinello, sur le poste d'arrière droite pour faire la doublure avec Cindy Champion. Donc ça, c'est une bonne pioche. C'est une joueuse d'expérience parce qu'elle est quand même assez âgée, mais qui va, je pense, ça devrait bien fonctionner avec Cindy Champion. Après, des joueuses internationales dans le pays, dont une islandaise. Donc c'est la première et dernière fois que je vais dire son nom. Hein. Après, on l'appellera Anna, d'accord. Voilà, et sinon, je vais me tenter, je vais y aller. Hein. C'est Rafsnildur Anna Brastardottir. Oh, tu t'es entraîné, Bertrand. Ouais, ça fait une semaine que je m'entraîne. Donc là, voilà, donc une internationale islandaise au poste de demi-centre arrière gauche avec le jeu type nordique avec des cannes et puis beaucoup de duels et de la relation avec le pivot. Une Suédoise, internationale suédoise, Cassandra Tolbring, qui est dans le même état d'esprit que l'islandaise. Alors, ils avaient Mélanie Bach qui était arrivée, qu'ils avaient fait signer. Puis, des derniers dires, apparemment, elle serait repartie. Donc, voilà. Donc, voilà les infos que j'ai pu avoir. Et puis, une gardienne néerlandaise. Et Christy Zimmerman, qui est internationale néerlandaise, qui fait partie des 3 gardiennes, donc qui fera la doublure avec Camille Depuiset, qui arrive de Toulon, une jeune qui monte là, donc un binôme de gardiens qui devrait avancer. Puis la dernière arrivée, c'est Maud Eva Kopi au poste d'arrière gauche, donc qui arrive de Brest et qui fait partie de l'équipe de France de beach handball, donc qui a des qualités moteurs très intéressantes et techniques au niveau du tir. Donc on espère qu'elles vont se maintenir rapidement et atteindre leur objectif de play-off. Camille Comte se donne ça comme objectif et puis chaque année de prendre une place supplémentaire. Donc on va voir, changement de stratégie, on va voir ce que ça va donner. On espère que tout va fonctionner. Puis ce sont les premières à rentrer sur le parquet puisqu'elles jouent mercredi 28 au complexe du Vercors face à Fleury-les-Aubrais de Alexandre Lacambert. Donc la LFH s'est renforcée un peu de partout. Il n'y a toujours qu'une descente. Donc on espère qu'elles ne feront pas partie de la descente. Mais il y a quand même un monde entre la deuxième division et la LFH. Donc si économiquement ça va, si ça devrait le faire. Et puis on espère pour eux qu'ils vont atteindre leurs objectifs. Voilà, on va suivre ça de près, évidemment. Voilà pour Beau de Péage. Après, l'équipe d'après, c'est le Pouzin. Donc on va peut-être le Pouzin, voilà, le Pouzin. On va laisser la parole. Alors à toi, Mario, mais aussi à Anne. J'avais une première question. Du coup, Anne, donc c'est ta première année de capitana, en tous les cas, pour le Pouzin. C'est ta 2e année aussi où tu joues au Pouzin. Je vais entamer ma 3e année. Même ta 3e année, oui, ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des relations avec les filles de Bourg-de-Péage en LFH? Est-ce que vous avez, vous les filles, des liens particuliers avec les filles de Bourg-de-Péage? Des liens particuliers, non, mais j'en connais quelques-unes, oui, effectivement. On a eu l'occasion de se rencontrer et de passer des bons moments ensemble, oui. Alors jouer en 2e division, qu'est-ce que ça représente comme investissement, Anne, sur le plan personnel, mais aussi sur le plan sportif? Ça demande beaucoup de disponibilité, parce que mine de rien, on a entraînement presque tous les jours. Nos week-ends sont occupés par les matchs, surtout quand c'est à l'extérieur, parce que les déplacements nécessitent d'être pris sur les 2 jours, généralement. Donc voilà, après ça, c'est possible tant qu'on veut bien mettre ce temps-là dedans. Et après, sportivement, et physiquement, ça demande aussi de l'investissement, une hygiène de vie quand même, pour réussir à durer et à tenir toute la saison, qui est quand même assez longue. Donc voilà, après, c'est un choix, et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas des joueuses très âgées non plus, mais
mais c'est aussi un défi très intéressant. Donc je pense que c'est pour ça qu'on est toutes contentes de pouvoir jouer à ce niveau-là. Recréer une dynamique cette année avec l'arrivée de ces nouvelles joueuses qui viennent étoffer le club du Pouzin Handball. Quand on a un rôle comme ça, comme le tien, qui est celui de capitaine, comment justement, quelle dynamique on crée finalement et pendant les matchs, mais en dehors des matchs, pour tenter justement de la créer cette dynamique. Je découvre ce poste, donc je vais essayer d'atteindre cet objectif-là. Mais l'idée, c'est de se donner des raisons et l'envie de se battre ensemble et de se dépasser ensemble, de se protéger aussi entre nous, créer vraiment un groupe qui va vouloir évoluer ensemble et atteindre les objectifs qu'on se fixe. Comment c'est en passant du temps ensemble, mine de rien, ça joue beaucoup. Et puis en se montrant qu'on peut avoir confiance les unes avec les autres. Et pour vraiment aller vers l'avant, aller se battre ensemble. Ouais. Je pense que c'est vraiment le plus important. Alors justement, ce que je te propose, Anne, et ce que je te propose, Mario, c'est de voir et de découvrir, en tous les cas, l'interview que l'on a réalisée cette semaine d'Anaïs Attila. Une petite interview, mais qui reflète tout à fait la personnalité de cette jeune fille, tant le caractère est intéressant à entendre. Bonjour, je m'appelle Anaïs Attila, j'arrive tout droit de Fleury-Loiret Handball. Je jouais en Division 1 l'année dernière. J'ai 20 ans et je viens de signer au Pouzin pour 1 an et je vais jouer demi-centre. Tout d'abord pour changer de cadre de vie, j'ai jamais vécu dans le sud, l'Ardèche c'est vraiment beau. Je connaissais pas du tout le Pouzin, j'ai appris qu'ils évoluaient en Division 2. Pour moi ça va me faire reprendre des repères, confiance en moi vu que je suis une jeune joueuse. J'arrive de Division 1 et tout simplement prendre du plaisir et m'épanouir sur cette année. Oui, pour moi c'est intéressant, surtout que j'arrive dans une équipe où on est pas mal de nouvelles. Il va falloir qu'on se retrouve tout ensemble pour créer un collectif fort. Cette année, elles ont réussi à se maintenir. On va essayer d'avoir le maintien aussi et pourquoi pas jouer les playoffs. Franchement, oui, bonne ambiance. On ne se connaissait pas tout au début. Les filles nous ont tout de suite bien accueillis. On a passé pas mal de moments ensemble et à l'entraînement, le feeling passe super bien, donc c'est au top. Mario, comment on fait pour aller chercher des jeunes femmes ou des jeunes filles qui ont ce talent comment on se renseigne pour savoir déjà comment on peut recruter dans un club comme celui du Pouzin Handball? Pouzin ou ailleurs, c'est toute une histoire de réseau de toute façon, des connaissances. Le réseau, il se fait au travers des formations qu'on a pu faire par le passé dans nos formations d'entraîneurs. On avait fait une avec Bertrand ensemble il y a une vingtaine d'années à Antibes. Et puis on connaît des entraîneurs, on commence à connaître des présidents, on commence à connaître des managers. Puis après, il y a des agents qui rentrent en jeu aussi. Donc voilà. Et puis voilà, moi, par rapport au souhait de Christophe, je savais ce qu'on voulait. Donc il fallait aller chercher, toujours en restant raisonnable dans le budget. Moi, j'ai pas eu les moyens d'aller chercher Fakinello. J'aurais bien voulu. Donc voilà, Anaïs, ce sont des jeunes joueuses qui évoluaient en centre de formation dans des clubs de LFH, qui ne sont pas conservés dans leur club parce qu'ils les jugent encore pas matures pour jouer toute une saison sur un poste de numéro 1. Donc voilà, la D2, c'est un très beau tremplin. Et puis après, il y a des joueuses comme Anne Guillet que moi je suis très fier parce que je suis allé la chercher il y a 3 ans. Personne ne la connaissait. Quand je suis allé la chercher, on dit qui, tu allé chercher qui? Je ne vous inquiétez pas. Voilà, aujourd'hui elle est là. Son rôle de capitaine, c'est pas par plaisir. Christophe, on en a parlé longuement. Il m'a dit qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit moi je te suis, je suis tout à fait favorable. Et puis je crois qu'elle s'est très très bien acclimatée. Et là où c'est vraiment bien, c'est que des joueuses qui viennent chez nous comme ça, qui ont peut-être moins de pression, parce que la D2, ça va un petit peu moins vite que la D1. Tu l'as dit tout à l'heure, Bertrand. Avec Christophe, elle progresse, elle travaille énormément, ça leur redonne confiance. Anne avait connu une mauvaise passe aussi avec Tamara Soutianovic, parce que elle avait connu, justement, on parlait de le dépôt de bilan de Pôle Sud. Donc voilà. Mais c'est une histoire de réseau, c'est toujours une histoire de réseau. Bon, après, quand vous êtes en LFH, je pense que les gros clubs comme Metz et Brest, c'est plus une histoire d'agents, de joueuses internationales. Donc là, voilà, c'est encore un autre monde. Mais pour le nôtre, la D2,
le bas de tableau LFH, la D2, c'est une histoire de réseau. Voilà, moi j'ai un copain qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, il y a telle joueuse qui est sur le marché, ça peut être intéressant pour toi. Ben, voilà, c'est comme ça qu'Anaïs est arrivée chez nous. Je pense qu'en 3 semaines, elle a déjà pris l'accent ardéchois, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et voilà, c'est uniquement comme ça. Des candidatures spontanées, tu en as Oui, aussi, il en arrive encore cette semaine, toutes les semaines, il en arrive dans tous les clubs, les agents envoient. On parlait de réseau tout à l'heure, moi j'ai un réseau en Martinique, une joueuse qu'on connaît bien tous les deux, puisque moi j'ai eu la chance de l'entraîner en 2001 à Bord-Péage chez Virginie Lamant, qui aujourd'hui est CTS en Martinique. Et voilà, j'ai dit écoute Virginie, je cherche une gardienne jeune comme ça, ce profil-là, j'ai ces moyens-là. Et on a accueilli Annie-Laure Cyril, qui va être une gardienne très atypique dans le championnat, mais qui, je pense, est très très bien intégrée déjà, qui est vraiment une c'est très intéressant. Très intéressant. C'est une ancienne judoka, donc elle va très très vite malgré sa morphologie. Et voilà, donc par réseau, voilà, j'ai malheureusement on devait garder Carmen Alves, mais le deal était clair, elle risquait de devenir maman, donc ça s'est fait très vite après le match d'Octeville. Et puis il y a Morgane Panquin qui au dernier moment a décidé de repartir en 1-2 à Mazan. Donc voilà, le marché français en gardien de but était fermé, tout le monde avait recruté, il n'y avait plus personne sur le marché. Donc on s'est tourné vers la Martinique, et grâce à Virginie, par réseau. Bon, en tous les cas, merci pour ces informations. C'est vrai que ça nous permet un petit peu de cibler autrement la question des recrutements dans les clubs, et on voit combien c'est compliqué pour faire venir des jeunes de qualité. Mais bon, après, il faut faire confiance aussi au staff, au manager général, parce que je pense qu'après quelques discussions, on arrive à trouver des jeunes filles compétitrices et de qualité du coup. Oui, enfin, il y a aussi déjà la volonté, le souhait de l'entraîneur. C'est Christophe. Oui, Christophe, voilà, il dit, on décide à deux, on discute, on échange, on est vraiment très complice avec Christophe. Les rôles sont bien définis, bien partagés. Bon, puis on est vraiment potes. Mais c'est lui qui me dit voilà, moi je veux un deuxième pivot à Canguillet. Il faut que tu me trouves un deuxième pivot à Canguillet. Alors moi je propose 4-5 pivots, puis lui il choisit. Voilà. Anne, tes années précédentes au Pouzin, on peut en parler. Je crois qu'il y a eu des blessures qui n'ont pas simplifié en tous les cas cette vie au Pouzin. Mais de manière générale, comment tu te sens comment tu vis ce club? Ça a été plutôt une bonne surprise. Moi, je connaissais de nom un peu parce qu'avec Grenoble, on avait eu l'occasion de se rencontrer avant de monter en D2. Et donc, je savais pas trop à quoi m'attendre et franchement j'ai été plutôt très, très bien accueillie et ça se passe super bien. C'est un club qui est familial et donc c'est appréciable, vraiment. Et voilà, après effectivement j'ai eu quelques blessures, notamment l'année dernière qui nous a un peu handicapés. Mais en tout cas ça a été très frustrant pour moi. Mais voilà, ça fait partie aussi du jeu et comme je disais, physiquement ça demande de l'investissement et du coup ça avait été une allée longue. La compétition arrive en tous les cas, tu vas pouvoir un petit peu remontrer à tous que tu as un niveau exceptionnel et surtout du talent dans le jeu que tu développes quand même, Anna. J'irai pas jusque-là quand même, mais non vraiment pas, mais en tout cas j'essaie d'apporter tous les jours ce que je peux et de me dépasser toujours plus. Mon envie c'est de progresser et j'espère aller le plus loin possible. Merci Anne, merci beaucoup. Bertrand, les clubs féminins du comité, comment ils se comportent et puis quels sont-ils finalement pour qu'on les découvre aussi par ta belle voix? Merci Roger de ta déclaration d'amour. Donc juste par rapport aux équipes, donc je reviens toujours aux équipes. Donc après la D2, il y a la Nationale 1 et donc l'équipe réserve de Bord-Péage est en Nationale 1. Et comme l'équipe 1 a changé de stratégie par rapport à leur objectif, l'équipe 2 a aussi une stratégie sur la jeunesse. Et cette année a récupéré 2 jeunes filles qui ont signé au centre de formation alors qu'elles n'ont pas encore l'âge de signer au centre de formation, donc qui sont sur les listes nationales et en équipe de France U17 et elles ont fini 3e au championnat d'Europe. On a Tom Poignet qui a gagné avec les U21 garçons et là on a en U17 filles, elles ont fini 3e au championnat d'Europe. C'est Lucie Maudenel et Camille Planté qui vient d'une autre île puisqu'elle vient de la Réunion et pas de la Martinique. Donc c'est vraiment très bien pour notre secteur de pouvoir accueillir des potentiels de ce niveau-là. Et puis d'autres jeunes filles comme Cléa Delhomme, Siobhan Delaye et Lali Vernet qui sont des jeunes filles nées en 2003. Donc très jeunes et qui sont aussi d'excellence à Valence. Voilà, et leur objectif va être forcément comme chaque année le maintien. Après on va parler d'Étoile Beauvallon.
Et oui. Étoile Beauvallon qui va faire sa 2e saison en National 2 après avoir fait un beau maintien la saison dernière avec des joueuses un peu d'expérience et malgré un changement d'entraîneur en février, puisqu'en février c'est Hervé Sago qui a pris la tête de l'équipe en remplacement de Rudy Rome. Étoile a fait la même stratégie que l'équipe réserve de Bourg-de-Péage, donc a misé sur la jeunesse et avec des départs dont Elsa Charpenay qui est allée au Pouzin pour faire demi-centre avec l'équipe 1 et Mélissa Mendy, la femme de Bakary de Valence, Oui. je me rappelle plus de son Ça reviendra, ça va, qui attend un heureux événement plus Chloé Sanoun qui est une ancienne pousinoise qui a pris un peu de recul avec le handball, donc un peu l'expérience s'en va et ils ont recruté sur la jeunesse avec des jeunes filles nées en 2003 et 2004, donc c'est une prise de risque pour le niveau, mais je pense qu'avec Hervé à la tête et pour confirmer cette 2e saison, j'espère qu'elles vont pouvoir se maintenir et assurer le niveau de National 2. D'autres clubs Après, il nous reste 3 équipes en National 3, puisqu'il y a la réserve du Pouzin. Il y a 4, il y a Livron handball, il y a le club de Leteil et le club de Saint-Vallier. Donc donc ce sont l'objectif de tout. Leteil descend de National 2 et père de Pauline Macary qui s'est fait une grave blessure au tendon d'Achille et je pense que ça va peut-être être la fin de sa carrière, on verra, peut-être au moins qu'elle reprenne dans la saison, on sait jamais. Après l'objectif global, en tous les cas pour Leteil et Saint-Vallier, ça va être je pense le maintien, et puis le Pouzin et Livron vont se battre pour la montée en National 2. Donc avec le Pouzin qui étant une équipe réserve est obligé de jouer avec des jeunes joueuses, donc Mario va peut-être pouvoir nous en parler. Par rapport au règlement, oui, on a droit juste à 4 joueuses de plus de 22 ans, mais nous avons fait le choix il y a 2 ans de jouer qu'avec des jeunes issus de notre formation dans notre section sportive à Privas. Ça me permet de rebondir en disant aussi que cette année dans le recrutement, il y a 2 jeunes joueuses qui intègrent le groupe 1 et qui vont jouer, qui ont déjà marqué pas mal de points sur la préparation. C'est Fantine Cusin sur le poste d'arrière gauche et Loane Durand sur le poste d'ailier droite. Donc pour nous, c'est très important, c'est très, très enrichissant et puis c'est très motivant. Ça veut dire que chaque année, depuis 3 ans, il y a eu Julie Savoie qui a intégré ce groupe, qui aujourd'hui est une cadre à part entière du groupe. L'année dernière, on a l'appelé de Maëlle Poustoli. C'est un petit peu compliqué sur un poste difficile de pivot, mais elle est toujours là avec nous dans le groupe. Et puis cette année, encore 2 autres joueuses qui arrivent. Donc voilà, si chaque année on arrive à en mettre entre 1 et 2, c'est bien pour le club. Oui, l'objectif, oui Bertrand, je te confirme, c'est de faire monter l'équipe réserve en National 2. Voilà, au moins tu as ta réponse en direct. Aujourd'hui. Donc comme je disais au départ, on espère que toutes ces équipes-là vont pouvoir se maintenir, voire accéder à un niveau supérieur et pour continuer à élever le niveau du handball en Drôme-Ardèche. En tous les cas, c'est vraiment ce que l'on souhaite je vous confirme qu'on continuera à diffuser des matchs élites, on va dire, mais pas que. On va essayer aussi d'aller dans les matchs de classification plus en dessous, mais en même temps, c'est vrai que on va essayer de diffuser comme on l'a fait l'année dernière les matchs du Pouzin, les matchs de LFH et du Valence Handball, puisque ce sont les 3 clubs élites des départements drôme-ardèchois. Drôme-Ardèche, pardon. On a parlé tout à l'heure du premier match de Bourg-de-Péage. Le premier match du Pouzin, Mario, il est quand ? Il est samedi prochain, le 31, contre Bègle. Voilà, une équipe qui accède des promus, mais Bègle a quand même une place forte du handball français. Par le passé, ils ont souvent navigué entre la D1 et la D2. Il y a 4 ans, il y a eu une fusion entre Mios, Bègle et qui s'était très mal terminée, et Mérignac. Non, pas Mérignac. Mérignac, non, c'était Bègle et Mios. Et ça s'est très mal terminé puisque le club, c'était Bègle, Bordeaux, Mios, et le club a été dissous, dépôt de bilan financier en D1, la même année que le HBC Nîmes. Donc Bègle s'est reconstruit, Bègle est reparti avec ses jeunes, avec sa formation, et Bègle revient, et qui en plus a très bien recruté. Ça va être notre premier match. Nous, les 4 premiers vont être très importants puisque
On va dire que ce sont des concurrents directs. Hein. Voilà, donc samedi prochain, 20h30 contre Bègle. Bien, merci Mario. Bertrand, d'autres choses concernant le handball? On peut dire que toutes ces équipes-là vont commencer leur championnat le week-end, à part les féminines de Le Pouzin et Bourg-de-Péage. Sinon, toutes les autres commencent le week-end du 14-15 septembre, avec les Valentinois qui jouent le vendredi soir contre Besançon et Rennes-Eyrieux qui joue le dimanche 15 contre Saint-Raphaël, donc l'équipe réserve de Saint-Raphaël. Voilà, et que sinon, la semaine d'avant, il y a le premier tour de Coupe de France pour les clubs de plus bas niveau, donc N3 et N2. Merci beaucoup Bertrand. Anne, merci beaucoup pour ta participation en tous les cas à cette émission Séquence Sport. Mario, évidemment, je te remercie humblement et chaleureusement d'être venu en tous les cas témoigner de ce très beau club qui est le Pouzin Handball aujourd'hui. Je vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très vite.